Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Les auteurs. Les auteurs. Jocelyn Akwabamatygnon, Valérie Haro, Dominique Berthet, Léna Blou, Lise Brossard, Dominique Château, Richard Comte, Scarlett Jesus, Marc Jiménez, Bruno Pequignot, Sophie Ravion d'INGIANNI, Richard Victor SAINSILLY Cayolle Sentier, Hélène Sirven. Création et insularité. Cet ouvrage entre dans le cadre des travaux du CEREAP, Centre d'études et de recherche en esthétique et arts plastiques, en lien avec le CRILLASH, Centre de recherche en lettres, langues, arts et sciences humaines de l'Université des Antilles. Publication. Publication du CEREAP, sous la direction de Dominique Berthet. Distance dans les arts plastiques, édition du CNDP, 1997. Art et appropriation, Ibis Rouge édition, 1998. Art et critique, dialogue avec la Caraïbe l'Harmattan, Col. Ouverture philosophique, 1999. Les traces et l'art en question l'Harmattan, Col. Les arts d'ailleurs, 2000. Vers une esthétique du métissage, l'Harmattan, Col. Les arts d'ailleurs, 2002. L'émergence d'une autre modernité l'Harmattan, Col. Les arts d'ailleurs, 2002. L'art à l'épreuve du lieu l'Harmattan, Col. Les arts d'ailleurs, 2004. L'audace en art l'Harmattan, Col. Les arts d'ailleurs, 2005. Le rapport à l'œuvre, co-direction Jean-Georges Chally, l'Harmattan, Col. Ouverture philosophique, 2005. Figure de l'errance l'Harmattan, Col. Ouverture philosophique, 2007. Vision de l'ailleurs l'Harmattan, Col. Ouverture philosophique, 2009. L'utopie. Art, littérature et société l'Harmattan, Col. Ouverture philosophique, 2010. Une esthétique de la rencontre l'Harmattan, Col. Ouverture philosophique, 2011. L'art dans sa relation au lieu l'Harmattan, Col. Ouverture philosophique, 2012. L'imprévisible dans l'art l'Harmattan, Col. Ouverture philosophique, 2012. L'insolite dans l'art l'Harmattan, Col. Ouverture philosophique, 2013. Une esthétique du trouble l'Harmattan, Col. Ouverture philosophique, 2015. 40 entretiens d'artistes. Martinique, Guadeloupe, tome 1 et tome 2 l'Harmattan, Col. Les arts d'ailleurs, 2016. Art et transgression l'Harmattan, Col. Ouverture philosophique, 2017. Art et engagement l'Harmattan, Col. Ouverture philosophique, 2018. Le CEREAP publie aussi une revue, Recherche en esthétique. L'ensemble des numéros est présenté sur le site du CEREAP, http://berthetdominique.wix.com/site-du-cereap page 4/CFVG. Avant-propos. Dominique Berthet. Les 29 et 30 novembre 2014, le CEREAP, Centre d'études et de recherche en esthétique et arts plastiques, organisait en Guadeloupe un colloque sur le thème « Créations insulaires ». En janvier 2015 paraissait le 20e numéro de la revue Recherche en esthétique, organe éditorial du CEREAP, portant sur le même thème. Le présent ouvrage, afin de se distinguer de la revue, porte un titre sensiblement différent, Création et insularité, et fournit une trace écrite des communications faites lors de ce colloque. Celles-ci donnent lieu à des textes inédits, qui viennent ainsi compléter ceux publiés dans Recherche en esthétique. 14 intervenants de Guadeloupe, de Martinique et de plusieurs universités, Antilles, Paris 1, Paris 3, Montpellier, apportent des éclairages sur le sujet. Outre les universitaires, des critiques d'art, des plasticiens et une chorégraphe témoignent de leur pratique et de leur façon de penser et de vivre cette situation d'insularité. L'ouvrage divisé en deux parties, L'île entre fantasmes, clichés et réalité, et art et insularité, fournit des approches à la fois théoriques et artistiques. Associer les termes création et insularité revient à s'interroger sur les liens éventuels qui existent entre les deux termes, et sur le fait que le contexte d'insularité, peut-être, donnerait lieu à des créations artistiques particulières. Si l'on part de l'idée que le lieu est déterminant, l'hypothèse d'une influence spécifique de l'insularité sur les pratiques et les productions artistiques ne semble pas absurde. Si tel est le cas,
Comment cela ressurgit-il sur les œuvres, leur forme, leur contenu, les dispositifs mis en place par l'artiste pour envisager leur transport et leur monstration? Il convient tout d'abord de s'intéresser à ce qui caractérise l'insularité, afin de mieux comprendre ce qu'elle génère. Puisque l'insularité renvoie à l'ensemble des caractéristiques d'une ou de plusieurs îles, il convient de s'interroger sur la notion d'île. Celle-ci, à l'évidence, renvoie à des réalités multiples. Du point de vue de leur superficie, certaines sont des éclats minuscules de terre, tandis que d'autres ont la taille d'un continent. Entre ces deux extrêmes, les surfaces sont variables. En fonction de la taille de l'île, le rapport au lieu de celui qui y vit est naturellement différent. Il peut s'y sentir isolé ou au contraire relié, en contact. Le ressenti lié au contexte d'insularité est donc déterminé, entre autres choses, par la superficie du territoire. Il peut également être lié au fait que des îles sont totalement isolées, alors que d'autres font partie d'un archipel. La proximité d'un continent influe sans doute aussi sur le ressenti. Le sentiment de bout du monde ne s'éprouve donc que dans certains contextes. À cela s'ajoute le fait que l'insulaire et le continental n'appréhendent pas l'île de la même manière. Leur rapport au lieu, leur perception de celui-ci sont distincts. Pour le continental, l'île est souvent associée à une somme de fantasmes et de clichés. Souvent, l'île rêvée se situe dans une région tropicale. Le continental y projette ses désirs qui contrastent avec la réalité de son quotidien. Pour lui, l'île est un ailleurs associé à l'idée d'isolement, de solitude. Cet espace entouré d'eau se distingue toutefois d'autres espaces qui inspirent également la solitude, comme les déserts ou les grandes plaines inhabitées. L'île possède un charme particulier. Elle est chargée de l'espoir d'autre chose, de bien-être, de plaisir. Elle est une sorte de promesse de bonheur. L'île tropicale est associée au soleil, au décor de cartes postales avec eau turquoise, sable blanc et cocotiers. Un lieu où le temps semble suspendu. Ces images renvoient au mythe du paradis sur Terre. Ces machines à rêve séduisent et attirent le continental, car elles jouent sur le contraste saisissant avec ce qu'il vit et là où il vit. Mais la réalité qui se dissimule derrière ces images séduisantes est tout autre. Pour ce qui est de l'îlien, son attachement à son lieu est profond. Il ne vit pas son espace comme clos, étroit, fermé, coupé, isolé. Il se sait et se sent relié. Il en connaît par expérience les particularités, les contraintes, les difficultés. Il est imprégné aussi de son histoire. Pour ce qui est de la Caraïbe, chaque île possède une histoire qui lui est propre, même si ces îles ont été marquées par une histoire tragique commune liée à la déportation et à l'esclavage, une histoire que le temps n'efface pas des esprits. Chacune de ces îles est devenue, par la force des choses, un laboratoire humain et culturel. Elles sont le creuset de peuples nouveaux, résultat de métissage répété. Elles invitent et amènent à des pensées nouvelles. Pour l'insulaire, l'île n'est évidemment pas un ailleurs rêvé puisqu'elle est son ici, son quotidien. Il fait le constat chaque jour que son capital spatial, plus ou moins grand, s'accompagne d'un surcoût économique. Il est conscient aussi, pour ce qui est des îles de la Caraïbe, des menaces bien réelles que sont les cyclones, les tremblements de terre et les risques volcaniques. Cela influe sur son mode de vie, sa façon de penser, d'appréhender les choses et de créer. Ce colloque s'étant tenu en Guadeloupe, la question de la création insulaire a souvent concerné la Guadeloupe et la Martinique, mais pas exclusivement. Il est aussi question dans ce volume des Comores, même de l'île de la Cité. Différentes notions traversent ce texte comme l'utopie, la créolisation, la mondialisation, le mythe, le fantasme, le voyage, la relation au lieu et à l'autre, l'isolement ou au contraire le lien. Ces communications qui restituent une diversité des approches, témoignent de la richesse et de la complexité d'un sujet manifestement inépuisable. Il entre fantasme, cliché et réalité. L'écart des îles. Marc Jiménez. L'île, le désert et l'utopie ont en commun d'attiser notre puissance onirique. On rêve des îles, disait Gilles Deleuze, de ces lieux effectivement supposés déserts, désertés et infigurables puisqu'on ne les connaît pas, lieux où l'on est à peu près sûr d'être seul et perdu, lieux de tous les fantasmes et des chimères où l'on imagine pouvoir se ressourcer,
et parfois reconstituer le puzzle d'une existence déchirée, lieu en somme, jeu de mots facile de l'exil, d'isolement et de solitude, de cette prodigieuse solitude qui intriguait tant le jeune Saint John Perse lorsque, depuis habitation de son oncle à Pointe-à-Pitre et armé d'un vieux télescope, il lorgnait les gens d'en face, quasi invisibles et donc presque inexistants de Marie-Galante. Le poète entendait-il ainsi percer le secret de cet espace lointain, saisir son ambivalence, étendue écartée, infréquentée, inhabitée, trou hostile et aride, air de méditation, de mortification pour ceux qui acceptent cette mise à l'écart telle une pénitence salutaire, ou bien Éden souriant, terre accueillante, prodigue, propice à toutes les renaissances et au renouveau, transparence du lagon, fond blanc, barrière de corail, mangrove, tiponche sous les cocotiers? Redoutable cliché et futile stéréotype. Le mythe enchanteur est tenace. Lesbos, la patrie de Sappho, citerre qui mérite bien un voyage, un pèlerinage ou un embarquement, Djerba, l'île des lotophages, où s'échoua Ulysse menacé d'amnésie et de perte du désir de rentrer chez soi, etc. Mais derrière ces mythes le plus souvent joyeux et ces allégories enchanteresses et bienfaitrices, attendent Calypso et son amour plutôt captatif, Circé la polypharmacos au breuvage redoutable qui métamorphose les compagnons d'Ulysse en porc. Les romans noirs s'entendent à exploiter le côté saturnien, inquiétant et parfois morbide des îles. C'est sur l'île du Nègre que sont assassinés les personnages d'Agatha Christie et dans la fameuse BD d'Hergé, le gorille Ranco, bête effrayante, est tapi dans la grotte de l'île Noire. L'île est le territoire des ailleurs fantasmés, propice aux plus troublantes métaphores aussi séduisantes et gracieuses que celles de Jean Laude. L'île est ce jour au milieu de la mer, lorsque l'écume blanche souligne d'un trait gras le morphile bleu de l'horizon. Comment, en lisant ces lignes, ne pas succomber à la tentation de l'exotisme? Victor Ségalen y parvient, sans peine, il est vrai devant les îles Marquises dévastées peu de temps avant son arrivée. Amer mais lucide, il constate, à l'instar du Zarathustra de Nietzsche, qu'il n'y a plus d'île bienheureuse, et renonce aux incompréhensions et aux malentendus d'une notion frelatée, galvaudée, dégradée par la frénésie touristique. Pas question de tropiques et de palmes, de cocotiers, aréquiers, goyaviers, fruits et fleurs inconnus, prévient-il dans son essai sur l'exotisme. L'exotisme est affaire de morale et de philosophie, et non pas de localisation géographique. Le panthéisme de l'ethnologue est sensuel et spirituel, presque mystique. Presque. Car la notion d'exotisme couplée avec celle du divers débouche sur un anti-ethnocentrisme déterminé. L'idée du divers, essentielle pour Ségalen, qui inspire la poétique du divers d'Édouard Glissant, se fond dans ce que celui-ci nomme la pensée archipélique. Tous les deux partagent une même vision du monde qui doit moins au thème de l'insularité qu'à une conception poétique et fantasmatique du monde, humaniste et universaliste. Question donc essentiellement politique et idéologique, sans qu'il y ait lieu de recourir au jargon militant traditionnel. Certes, rien n'empêche d'établir des différences plus ou moins subtiles et pertinentes entre insularité, insularisme et illéité. L'insularité serait une notion essentiellement topographique, géographique. Elle ne serait pas nécessairement liée à une île entourée d'eau, mais désignerait un lieu d'isolement, un quartier, un abri communautaire, voire un ghetto. L'insularisme serait politique, revendicatif. L'illéité serait le seul concept conservant sa part de mystère, faisant de l'île tantôt un havre, de paix, tantôt un îlot de résistance à l'expansionnisme continental, tantôt encore une oasis de tranquillité loin de l'agitation des mégapoles. Toutes les îles ont des secrets qu'ignorent les grandes terres reliées au continent. C'est pourquoi l'illéité, état d'esprit engendrant une culture spécifique, est psychologique et mentale. Il existe, sur l'île d'Ouessant, une association qui se charge d'assurer la promotion de la littérature insulaire. Les écrivains peuvent être accueillis en résidence uniquement s'ils sont insulaires, et si leur création porte la marque de l'insularité. Cette exigence me laisse perplexe, et il y a lieu de s'interroger sur la nature et sur la validité des critères mesurant le degré d'une insularité pure et authentique. Sans doute s'agit-il de ne valider que la création insulaire endogène, née d'un îlien d'origine et de culture ilienne, et non pas de la création sur ou à propos de l'île. En ce cas, Paul Gauguin, parisien de naissance, ne saurait en aucune manière être considéré comme un peintre insulaire sous le prétexte qu'il peint les femmes de Tahiti ou le sorcier d'Ivaoa. La question de l'identité, et donc de l'identification de ce qui est ou non insulaire,
est lié à l'enracinement dans une culture, à des mœurs, à une tradition et à un héritage qui peuvent remonter loin dans le temps, héritage irréductible à la simple histoire individuelle. On n'est pas artiste insulaire, martiniquais ou guadeloupéen uniquement parce que la création plastique, littéraire ou musicale prend pour thème l'expérience tragique de la colonisation et de l'esclavage, sachant qu'il en va toutefois différemment si le fait d'être natif des îles a engendré une idiosyncrasie, une sensibilité, une vision du monde spécifique dont aucune création exogène ne saurait rendre compte. Il faudrait admettre que l'îléité agit comme un laboratoire d'idées, d'innovation, de découverte. D'audace qu'ignore sans doute le continental. On sait bien, dans les Antilles, que le processus socioculturel et ethnique de pidginisation et de créolisation a engendré, par-delà les divergences et les conflits internes, une très forte conscience unitaire, notamment vis-à-vis de la métropole. Toute création, quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse des arts plastiques ou de la littérature, est d'abord un phénomène linguistique. Elle suppose la maîtrise d'un langage et comme l'écrit Édouard Glissant, le métissage produit de l'imprévisible. Cette belle définition de la création me conduit à conclure en faisant retour brièvement à la poétique de la relation, au métissage, à l'hybridation, au tout-monde, à la critique radicale que faisait Glissant, ilien natif de Sainte-Marie, de la mondialisation imposée par le capitalisme libéral et la civilisation technocratique. Comment ne pas évoquer la figure de Frantz Fanon, ilien de Fort-de-France, rebelle s'il en est à la globalisation culturelle, économique et idéologique, prônant une pensée de l'universalité sous le signe de l'humanisme réel. La mondialisation universalisante, totalisante, pas encore vraiment totalitaire même si elle tend à prendre cette forme, menace la vie, la survie, l'existence même des îles, des îlots, de l'insularité, de l'îléité, de l'isolement, de la solitude et donc de la création. Plus encore que la submersion du fait du réchauffement climatique et de la montée des eaux, c'est le rouleau compresseur de la mondialisation, notamment le tourisme lui-même mondialisé qui risque fort de tout aplanir. L'écart qui faisait d'une île une île est en train de rétrécir, inéluctablement. Inaccessibles à jamais seront alors ces îles que décrivait Blaise Cendrars, îles tapies comme des jaguars, îles muettes, îles immobiles, îles inoubliables et sans nom. Robinson finit par avoir fait son île, sur quelques représentations audio-visuelles du fantasme insulaire. Dominique Château. À nouveau, j'aborde ici la création insulaire par le fantasme de l'île, à nouveau, c'est-à-dire dans le prolongement de mon texte pour recherche en esthétique, Créations insulaires, intitulé Le fantasme de l'île. Considérations proxémiques et idéologiques. Je m'intéresse aux écarts que le fantasme creuse entre la réalité insulaire, d'ailleurs multiple et complexe, et toutes sortes d'idéologies de l'île représentées dans les productions culturelles, littéraires ou maintenant plutôt audiovisuelles. Dans Le fantasme de l'île. Considérations proxémiques et idéologiques, j'ai notamment considéré comment le fantasme de l'île représente idéologiquement l'envers de ce qu'est l'île réelle, son double, en m'appuyant sur le schème de pensée développé par Édouard Saïd dans sa théorie de l'orientalisme. L'Orient est une création de l'Occident, son double, son contraire, l'incarnation de ses craintes et de son sentiment de supériorité tout à la fois, la chair d'un corps dont il ne voudrait être que l'esprit. Je poursuis maintenant dans ce sens en m'intéressant à la manière dont le fantasme de l'île alimente les rêveries de toutes sortes qui peuplent la culture visuelle. S'agissant donc de considérer les représentations visuelles qui relèvent de l'insularité, j'interprète la création insulaire comme un jeu culturel avec les représentations dont on peut trouver l'aliment aussi bien dans les manifestations au bord du kitsch de la culture populaire, que dans des créations expressément artistiques pouvant relever d'ailleurs elles-mêmes du kitsch au second degré. Prendre comme objet le fantasme de l'île ne veut pas dire qu'on puisse le réduire à de pures inventions, à des idéalités qui n'auraient aucun lien avec le réel. En l'occurrence, joue à cet égard la dualité des principes de plaisir et de réalité, d'autant que s'agissant de représentation, on est inévitablement dans la secondarité qu'impose l'apparition dans le réel, par-delà le jeu sous-jacent des pulsions. Il ne faut jamais oublier cette transformation qu'impose la réalisation, à la manière pour Freud, dont le récit du rêve transforme le rêve par des opérations, telles le déplacement de l'accent psychique sur des détails obscurs. La représentation d'un rêve en littérature ou au cinéma est au second degré.
l'évocation d'un rêve possible qui se concrétise dans l'écart d'une représentation. Il en va de même pour l'apparition d'un fantasme comme celui de l'île. Ne prenons pas les représentations de fantasmes pour des émanations des pulsions, sans filtre, sans opération transformatrice. Il ne s'agit guère de prétendre s'y reconnaître dans le non-lieu de l'inconscient, lieu ou non-lieu de l'énergétique du désir, du moins sans prendre en compte l'instance qui assure le lien au réel, le moi individuel, comme le suggère Jean Toussaint de Santi lors d'un entretien avec Ange Casta pour le film La Parabole Corse produit par Arte. La peau qui nous enveloppe, c'est notre île, notre insularité. Nous ne pouvons pas en sortir, elle nous accompagne partout. Nous sommes tous insulaires au sens propre. Nous sommes obligés de montrer nos sentiments sur notre peau et de lire, sur la peau des autres, leurs sentiments. Nous sommes toujours dans ce rapport à la fois d'exclusion et d'intériorité. L'intérieur et l'extérieur se tiennent. La notion de frontière doit être pensée entièrement. Elle n'est pas une ligne de séparation mais une relation mobile. Un trait fondamental de l'insularité apparaît dans cette suggestion. Une sorte de bipolarité que le philosophe attribue aussi à sa discipline. L'insularité est l'unité d'un enfermement et d'une ouverture. La mer nous enveloppe, et elle est aussi le chemin. Or un chemin qui ouvre et ferme, ça pose problème. D'une part, il faut prendre pied et donc s'y trouver. Et d'autre part, il faut y prendre essor et s'en aller. À la fois s'en aller et rester. C'est tout le problème de la philosophie qui consiste à prendre en charge l'environnement du monde dans lequel on est, avec ses voisinages, avec ses rapports qui se construisent toujours et qui donnent sens à ce voisinage, qui permettent de le penser, de lui donner un corps. Et d'autre part, il faut l'élargir, essayer de comprendre le rapport à un autre monde que ce voisinage qui ne cesse jamais d'être là. Et plus vous vous en irez, plus le voisinage viendra avec vous. Vous êtes obligé à ce moment-là, de penser ce rapport. L'insularité vous donne à penser. Dans ces dualités, et le mouvement subséquent, de l'aller et du retour, de l'avancée et du retrait, de l'ouverture et de l'enfermement, de l'ici et de l'ailleurs, etc., on voit se profiler le fantasme en sa dynamique de ce qui est tout à la fois désiré et repoussé. On le retrouve dans les représentations où l'île elle-même est un fantasme, ou bien un lieu de fantasme. À la bipolarité basique, formelle de l'ouvert et du fermé s'enchaîne une série d'autres bipolarités formelles ou thématiques dont le jeu ressortit parfois d'une dialectique, au sens du supprimé conservé, parfois de l'image dialectique, au sens benjaminien d'une tension de contraire. L'insularité vous donne à penser, dit donc de Santi. Cela à son tour, nous fait penser au Robinson pensif dont parle Paul Valéry. Système isolé, ajoute-t-il, constitué à la fois dans le moment de la réflexion et par l'utilisation des rêves. D'où ce renversement, Robinson finit par avoir fait son île. Finit par avoir fait. Comme on dit, j'ai fini par lui dire. Créer, c'est faire au sens poétique du fabriquer et ou de l'agir. C'est un processus, un mouvement. On peut bien penser que l'île est un donné, du déjà là, mais si on conçoit le rapport à l'île comme une dynamique, une relation mobile, selon l'expression de Santi, tout n'est pas donné d'avance. La création insulaire, conçue autant comme création d'insularité que comme insularité de la création, est un travail entre réel et pensée qui utilise toutes sortes d'éléments physiques ou mentaux susceptibles de s'agglutiner par association ou contradiction au schéma basique de la bipolarité. Robinson finit par avoir fait son île. Je réponds à tel ennui, tel besoin agacement, par l'image de circonstances où je serais inaccessible. Ainsi l'image d'une île dorée où rien ne pourrait parvenir que ce qui me plairait, surtout par le souvenir. Ou plutôt, d'abord je la ferme complètement, mon île. Ensuite je vois des inconvénients à cette perfection insulaire et je laisse pénétrer, mais seulement tel jour à telle heure, quelques nouvelles, amis, livres. C'est la mémoire qui m'a fourni mon île, mémoire déformable, pliable à mon besoin du moment. À mon ennui, j'ai fait correspondre sa négation. J'ai ajouté à cette négation quelques conditions positives, positivement désirées, la mer, le sud, etc. En niant et en désirant de la sorte, s'est formé un rébus, une énigme, dont le mot est une image particulière. Je pourrais dessiner cette île sur la mer. Note que cette île où tu serais, tu l'imagines vue du large, conique, dorée, blonde. Quelle mixture! Pourquoi faut-il qu'un fantôme de ce genre réponde à ses besoins?
Besoin? Le mot est un peu étroit. Car je réponds aussi à telle paix, plénitude, par l'image de mauvais moments, par des prévisions funestes, un horrible mélange. La méditation fragmentale que nous offre ce texte est grosse de toutes sortes de concepts ou d'évocations qui concernent le jeu du positif et du négatif, conçus à la fois dans la confrontation des contraires et dans la manière dont ils collaborent ou luttent dynamiquement. Cette méditation fragmentale, non pas simplement fragmentaire mais travaillée, dynamisée par sa fragmentation, fait osciller sans cesse la pensée entre l'ouvert et le fermé. On peut en dire avec Bachelard, qui parle alors d'une pensée de Baudelaire. Une telle ambivalence ne peut se décrire dans des temps successifs, comme un vulgaire bilan des joies et des peines passagères. Les contraires aussi vifs, aussi fondamentaux relèvent d'une métaphysique immédiate. On en vit l'oscillation dans un seul instant par des extases et des chutes. De fait, on l'a vu avec De Santi, la création insulaire est comme une ouverture poétique qui collabore avec la pensée d'une fermeture, à la manière de l'oxymore du regret souriant. L'exemple de Bachelard, pour atteindre ce jeu qui, selon lui, se nouant autour de pôles ambivalents, qui se touchent presque, déplace la pensée dans un temps vertical, par-delà l'horizontalité du discours. Il faut certes tenir compte de l'horizontalité d'apparition du discours, de sa linéarité, avec le regret d'abord, le sourire ensuite, mais comme moment, souligne Bachelard, ni le sourire ni le regret n'est antécédent. Je vais maintenant rechercher des exemplifications diversifiées de mon schéma basique bipolaire, dans sa combinaison avec d'autres schémas formels ou thématiques, et cela dans le domaine des représentations visuelles. L'avantage, si l'on peut dire, des représentations visuelles, c'est que la réversibilité peut y être inscrite dans leur mode d'apparition même, au lieu de devoir être présupposée. Leur avantage, c'est de pouvoir faire coïncider dans l'espace les moments qui dans le discours doivent se succéder, sans compter la verticalité supplémentaire du rapport image-son. Eisenstein était tout à fait sensible à cette dimension verticale. Non seulement dans sa définition du montage image-son, mais dès sa définition du fragment filmique, Kousok en russe, qu'il analysait à la fois du point de vue horizontal de la chaîne filmique, verticale, du travail des paramètres de définition de l'image et du son, et transversale de l'extraction du réel. On taille un morceau de réalité par les moyens de l'objectif, dit Eisenstein qui semble songer à la sculpture. L'île peut être analysée selon ces trois mêmes axes, son rapport à l'espace environnant, les différents aspects de sa définition interne et ce qui la soustrait au reste du monde. Ce sont là trois aspects de l'autonomie, l'introduction d'un lieu, sa composition et son isolement, qui constituent des paramètres de l'ancrage du jeu fantasmatique susceptibles de motiver les représentations visuelles. À titre d'exemple, et de mise en bouche, un épisode de la série télévisée Palace, intitulé Le Rêve, où le fantasme de l'île est introduit dans un balancement entre les moments superposés du rêve et de la réalité, et dans des conditions d'apparition qui attestent la spécificité du visuel, notamment par la toute-puissance du montage. L'image, notamment cinématographique, réalise matériellement l'idée que, selon Bachelard, le poète vit en un instant les deux termes de ses antithèses. On peut s'appuyer à cet égard sur les théories de la spécificité picturale, celle de Lessing par exemple. La peinture n'a qu'un instant, elle opère par simultanéité, son objet principal est le corps, etc. Une théorie qui se fonde sur l'idée que les sujets d'un art dépendent de son essence, laquelle dépend de ses moyens d'expression, et à quoi il ajoute l'idée que l'essence d'un médium implique son mode propre de représentation. Une bouche béante et en peinture, une tache, en sculpture un creux. En comparaison du poème et du tableau, le cinéma pour ainsi dire, joue sur les deux tableaux, l'axe horizontal des successions et l'axe vertical des simultanéités. De là que la commande d'un rêve hawaïen, censé offrir un moment de plaisir simple, apporte aussi la frustration pour le rêveur comme l'illustre le statut filmique troublant du personnage d'une femme si vite amoureuse du rêveur. Elle arrive avant la commande du rêve, disparaît au moment de son interruption et réapparaît pour satisfaire une nouvelle commande. On voit avec cet exemple que l'île peut être partout, installée n'importe où, par exemple dans le hall d'un hôtel. Il y a des îles métaphoriques en plus des îles littérales, la bipolarité permettant de les entraîner dans une interrelation mobile. Puisque j'ai ouvert avec le rêve de Palace, le registre du fantasme amoureux, je poursuis sur cette voie en considérant quelques exemples de son association au fantasme de l'île,
ce qui montrera comment la bipolarité de celle-ci s'accommode parfaitement à la bipolarité de celui-là. Il était probable ainsi que l'édition Harlequin s'empara du fantasme de l'île. D'où l'île au fantasme dont la couverture, quant à son design, emploie un effet d'iris qui isole le couple amoureux dans juste ce qu'il faut de stéréotypes de l'île, la mer, du sable, un palmier. On est certes du côté mental avec ce genre de stéréotypes schématiques par quoi notre esprit préfigure des gammes de situations et d'actions possibles. Patrick Winston les nomme cadres, frame, et Umberto Eco à sa suite, cadres communs, les tenant en outre pour un récit condensé. Ce sont de petits modèles de monde possibles, disponibles à tout moment pour simplifier notre investissement dans les divers registres pragmatiques qui nous sollicitent. D'où leur lien avec l'iconicité, ce que Peirce avait forcément envisagé. Lorsque nous comprenons la phrase Ézéchiel aime Hulda, notait-il, nous faisons jouer non seulement 3 symboles matérialisés chacun par une réplique, Ézéchiel aime et Hulda, mais encore 2 indices associés respectivement à Ézéchiel et Hulda, lesquels servent à désigner ce dont on parle, et une icône associée à M, c'est-à-dire la représentation mentale d'une personne en aimant une autre, l'image que nous avons dans l'esprit des apostrophes, un amoureux et de sa bien-aimée. La couverture d'Harlequin, en combinant le stéréotype de l'île avec... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.